Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité. Bienvenue dans cette édition d'information dont voici tout de suite le sommaire. Coopération diplomatique, le programme des Nations Unies pour le développement met des engins roulants et des ordinateurs à la disposition du ministère des Affaires étrangères. Le don vise à renforcer les capacités opérationnelles du département. Il est accueilli avec beaucoup de satisfaction. Construction de logements sociaux en Guinée. Le ministre de l'Habitat était ce vendredi sur le chantier de l'Aguifil. Il est allé voir l'évolution des travaux, mais surtout porter les encouragements et les assurances du gouvernement. Et nous parlerons enfin du forum sur la responsabilité sociétale des entreprises. La rencontre de Conakry a mobilisé les acteurs qui travaillent notamment sur des questions de jeunesse. Les débats ont permis de parvenir à quelques recommandations. Bonsoir à tous. On commence ce journal par les échos de la session ordinaire du Conseil des ministres. La rencontre s'est déroulée hier sous la présidence du chef de l'État, colonel Mamadi Doumbouya. Elle a permis d'aborder plusieurs questions liées au renforcement de la bonne gouvernance et aux efforts des autorités pour un développement harmonieux du pays. Je vous propose un extrait du compte-rendu du Conseil avec le porte-parole du gouvernement. La session ordinaire du Conseil des ministres s'est tenue ce jeudi 25 novembre 2021 de 10h à 12h sous la haute autorité de son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, Président du CNRD, chef de l'État, chef suprême des armées, le colonel Mamadi Doumbouya. Les points suivants étaient inscrits à l'ordre du jour. Le message de son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, Président du CNRD, chef de l'État, chef suprême des armées, le compte-rendu de la session ordinaire du Conseil interministériel du mardi 23 novembre 2021, l'examen des dossiers et décisions et des questions diverses. Message de son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, Président du CNRD, chef de l'État, chef suprême des armées. Dans son message, le Président de la Transition, chef de l'État, son Excellence Mamadi Doumbouya, après avoir souhaité la bienvenue aux membres du gouvernement, a instruit au secrétaire général du gouvernement de lire les points inscrits à l'ordre du jour et d'ouvrir les discussions. Après les instructions et directives données par Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, Mamadi Doumbouya, le Premier ministre chef du gouvernement, Mohamed Beavogui, a été invité à faire sa communication. Dans son introduction, Monsieur le Premier ministre chef du gouvernement a fait un bref rappel de la session ordinaire du Conseil interministériel du mardi 23 novembre 2021. Examen des dossiers et décisions. Au titre de la communication du ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation sur la situation d'urgence qui prévaut dans la commune urbaine de Gawal et dans la sous-préfecture de Kocitel, le Conseil a retenu l'envoi d'une mission interministérielle composée du ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, des ministres de la Sécurité, du ministre de la Défense, du ministre de la Santé, du ministre de l'Environnement et du ministre des Mines pour faire l'état des lieux et proposer une réponse durable au gouvernement. Il est demandé également aux ministres concernés de réfléchir à des solutions durables qui tiennent compte du flux migratoire et de ses conséquences sur la sécurité, la santé et l'environnement. Au titre de la communication du ministre des Affaires étrangères, de la coopération internationale, de l'intégration africaine et des Guinéens de l'étranger, le Conseil a noté avec satisfaction les bonnes relations qu'entretiennent la République de Guinée et la CEDEAO. Le Conseil a réaffirmé sa volonté de poursuivre le dialogue avec l'organisation sous-régionale et réaffirmé son appartenance à la CEDEAO. Au titre de la communication du ministre du Budget et celui de l'Économie, des Finances et du Plan, le Conseil a recommandé la préparation d'un budget sérieux, sincère et réaliste conformant aux axes prioritaires du gouvernement et suivant les recommandations du président de la transition, chef de l'État, le colonel Mamadi Doumbouya. Au titre de la communication du ministre des Infrastructures et des Transports, la question de la mobilité à Conakry a été évoquée. Le Conseil a recommandé d'explorer la question d'achat des bus devant servir à alléger la souffrance des usagers des transports publics. Pour le port de Conakry, le Conseil a recommandé aussi d'entamer le dialogue avec les différents opérateurs portuaires. Au titre de la communication du ministre de la Promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables, le Conseil a instruit la ministre en charge de prendre les engagements forts sur la question des violences faites aux femmes et aux personnes vulnérables.
Questions diverses. Le Conseil a rappelé le drame qui a emporté notre compatriote Mme Massila et le président de la transition a saisi l'occasion pour présenter ses condoléances à la famille éplorée. Le Conseil demande également au ministre de la Sécurité et de la Protection civile d'apporter son concours au ministre de la Santé et de l'Hygiène publique pour une vérification des accréditations afin de lutter contre la prolifération des cliniques clandestines dans notre pays. Au titre des questions diverses, le Conseil recommande au ministre du Commerce, de l'Industrie et des petites et moyennes entreprises d'étudier la possibilité de subventionner le prix de la farine pour atténuer ses effets sur le prix du pain aux consommateurs. Le Conseil recommande au ministre de la Santé et de l'Hygiène publique l'ouverture rapide de l'hôpital d'Onka et d'entamer les études de réhabilitation de l'hôpital Ignace Dine. Au titre de la Covid, le Conseil rappelle le respect strict des recommandations de l'ANSS en matière de distanciation sociale et du respect des gestes barrières. Le Conseil demande également le contrôle strict de l'authenticité des certificats de vaccination et des tests Covid, ainsi que le renforcement des contrôles aux frontières. Le Conseil a vivement recommandé au ministre de l'Énergie, de l'Hydraulique et des hydrocarbures de tout mettre en œuvre pour l'amélioration rapide de la distribution de l'électricité à Conakry. Le Conseil a demandé au ministre du Travail et de la Fonction publique de porter une attention particulière à la formalisation des heures de travail et au renforcement du système de contrôle. Le Conseil recommande de porter une attention particulière à la gestion des déchets à Conakry. Le Conseil a demandé au ministre de l'Enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation d'effectuer un état des lieux exhaustif sur la question d'établement. Le Conseil demande au ministre de la Justice et des Droits de l'Homme de porter une attention particulière aux travaux de construction du tribunal spécial devant abriter le procès du 28 septembre 2009. Le Conseil lui demande également d'entreprendre au plus vite les formations des magistrats et de relancer le comité de pilotage pour que l'ensemble du processus soit prêt dans les meilleurs délais. Le Premier ministre a présenté au Conseil le nouveau porte-parole du gouvernement récemment nommé par le président de la transition, chef de l'État, son Excellence le colonel Mamadi Doumbia, en la personne du ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Aménagement du territoire, Ousmane Gawal. Conakry, le 25 novembre 2021, le Conseil des ministres. Et puis, depuis la prise du pouvoir par le Comité national du Rassemblement pour le développement, les visites des personnalités se succèdent dans le pays. Le Premier ministre, chef du gouvernement, a reçu en audience le vice-président de la Sierra Leone. Les échanges ont porté essentiellement sur la coopération entre les deux États. Les propos que vous allez suivre tout à l'heure sont recueillis par Adi Kamara. Il y a quelques semaines, le président, son Excellence Julius Maada Bio, a fait une visite ici, une visite d'amitié. Je suis là pour réitérer les discussions qui étaient entamées. Parmi les discussions, c'est de renforcer la coopération entre la Sierra Leone et la Guinée. Vous avez aussi, il y a quelque temps, j'étais ici plusieurs fois, où j'ai exprimé la volonté du gouvernement sierra-léonais de renforcer les liens avec le gouvernement guinéen, surtout en matière de sécurité, en matière de commerce, en matière de partage des expériences dans d'autres domaines. On a travaillé beaucoup pour faire amener pas mal de sociétés guinéennes en Sierra Leone. Aujourd'hui, on a Djiko Press là-bas, on a Sojifel là-bas, on a Sonoko là-bas. Il y a toutes ces sociétés et aussi on a des sociétés aussi qui produisent ici les tôles et les bétons, qui on a créé un corridor de commerce pour pouvoir vendre leurs produits en Sierra Leone. J'ai évoqué tout ce sujet-là avec le Premier ministre pour renforcer ça. Et surtout aussi on a évoqué la possibilité de construire une ambassade ici. Et cette coopération diplomatique se renforce, s'intensifie et touche désormais plusieurs secteurs de développement. Le programme des Nations Unies pour le développement vient de mettre 6 véhicules et une centaine d'ordinateurs à la disposition du ministère des Affaires étrangères. C'est un appui qui vise à booster les efforts des autorités de la transition. La cérémonie de remise a eu lieu ce matin à Conakry en présence de Bernard Tonguino. Ce don d'engins roulants et de matériel informatique s'inscrit dans le programme de renforcement des capacités administratives de la diplomatie guinéenne. Un programme orienté vers le concept de diplomatie économique et de l'intelligence stratégique.
Le cadre dont il s'agit est celui du projet d'assistance préparatoire qui nous a permis un jour de bénéficier d'un partenariat avec le PNUD à travers un appui pour le déploiement d'une expertise technique dans le cadre de l'appui à la présidence guinéenne du groupe des 77, le déploiement d'une expertise technique nationale et internationale pour appuyer la formulation d'un programme cadre. Le PNUD est disposé à poursuivre son accompagnement pour la réalisation des objectifs dans le cadre de ce vaste et ambitieux programme de valorisation de la diplomatie économique et de l'intelligence stratégique. Nous apporterons un concours, comme M. l'ambassadeur Dabo l'a rappelé, sur les différents volets. Devant un parterre d'ambassadeurs et représentants d'institutions, un nouveau partenariat de coopération est signé pour soutenir le programme cadre de consolidation de l'outil diplomatique guinéen. L'importante dotation en équipement informatique et logistique dont nous bénéficions aujourd'hui, fruit de ce partenariat dynamique, proactif et tourné vers l'avenir entre notre département et le programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD, est l'illustration éloquente des bonnes dispositions prises par ce précieux partenaire de la Guinée. Estimé à environ 4,5 milliards de francs guinéens, cet appui vient booster les efforts du département des affaires étrangères et de la coopération internationale. Un département engagé dans la diplomatie de l'émergence au service du développement. Et c'était là donc un compte-rendu de Bernard Tanguino rendu par Mariam Kamara. Ce communiqué maintenant du ministère de la fonction publique et du travail, conformément à l'arrêté numéro 2637 MTFP-DNFP du 23 novembre 2021 portant mise à la retraite de 6300 fonctionnaires et contractuels de divers départements, gouverneurs, préfectures et communes, le ministre du Travail et de la fonction publique confirme que le dit arrêté prend effet à partir du 1er janvier 2022. Félicite les agents concernés pour les loyaux services rendus à la nation tout au long de leur carrière administrative. Précise que les cadres anciennement ou nouvellement nommés et mis à la retraite par l'arrêté précité restent à leur poste jusqu'au 31 décembre 2021. Encourage ses homologues ministres, les gouverneurs, préfets et maires à organiser des cérémonies de départ des nouveaux retraités dans la dignité et l'honneur. Enfin, le ministre du Travail et de la fonction publique sait d'avance compter sur les ministres, gouverneurs, préfets et maires pour la bonne application du contenu du présent communiqué. Conakry le 26 novembre 2021, c'est signé Julien Diambouno. Nous allons parler maintenant de ces travaux de concertation entre les douanes et le secteur privé. L'objectif est de mettre les efforts ensemble en vue d'une mobilisation substantielle des ressources internes du pays. Les défis doivent donc être identifiés et les recommandations sont attendues pour des résultats efficaces. Mohamed Seyar Souma. Partenariat public-privé pour des résultats efficaces. Un objectif que se fixent les douanes guinéennes sur les points en discussion, la gestion des cahiers de charges et les défis liés à la livraison des marchandises. Les recettes proviennent dans la majorité du dédouanement des marchandises. Donc il faut qu'on va encourager nos partenaires à faire plus de volume et nous aussi on va essayer de faciliter les opérations de dédouanement pour que ce soit un partenariat gagnant-gagnant. La livraison des marchandises concerne essentiellement le secteur privé. C'est d'ailleurs l'une des raisons de sa forte présence. Il faudrait d'abord que nous, en tant qu'opérateurs économiques, on s'acquitte de nos devoirs vis-à-vis de l'administration douanière et qu'on puisse accompagner surtout d'une façon particulière, n'est-ce pas, ces autorités de transition. La mise en place de ce cadre de concertation est salutaire. Les départements du budget et du commerce soutiennent la démarche. Que ce soit la douane et les partenaires qui sont dans le commerce, dans l'industrie et d'autres partenaires techniques, de mettre quatre sur table et de discuter tous les problèmes afin que les recommandations qui vont être remontées, que l'État puisse en tenir compte. Pour l'instant, il n'y a pas d'instruction particulière. Il faut dialoguer, échanger, mettre les problèmes de côté, extraire les solutions et qu'ensemble qu'on puisse voir quelle conduite tenir.
Depuis l'avènement du CNRD au pouvoir, c'est la toute première rencontre entre les douanes et ses partenaires. L'initiative n'est pas nouvelle, mais devra permettre d'améliorer la qualité des prestations et des relations entre le public et le privé. On en vient maintenant à ces cris de cœur des éleveurs de volailles. Le secteur fait face en ce moment à une concurrence de plus en plus difficile et si rien n'est fait, ils ont peur que leurs fermes mettent les clés sous la porte. Ils sollicitent donc un appui des autorités en termes de subvention des intrants et de promotion de la production locale. On fait le pas avec Falilou Diallo. La filière avicole a du plomb dans l'aile. Ce secteur, qui devrait être le levier du développement de l'élevage en Guinée, est aujourd'hui pris en otage par quelques importateurs. Plus de 50 000 tonnes de poulets congelés sont importés par an. Notre difficulté, c'est lié à l'importation des œufs et aussi à l'importation des poulets congelés. Et la Guinée est l'un des rares en Afrique de l'Ouest qui importe aujourd'hui, que ce soit les œufs ou les poulets congelés. La production locale de poulets de chair est estimée à 5 000 tonnes par an et 3 millions de pondeuses avant Covid-19. Avec la relance des activités économiques, cette production pourrait tripler si la concurrence déloyale est contrée sur le marché. Si nous produisons un plateau de à 30 000, 35 000, et que les œufs qui viennent de l'étranger coûtent moins cher, qui sont revendus entre 33 à 32 000, il va de soi que, c'est-à-dire que nos clients vont prendre ailleurs et que nous restons sans pouvoir écouler nos produits. Le Sénégal, par exemple, pour booster le secteur de l'aviculture avec les poulets de chair, ils ont introduit carrément l'importation, bien c'est-à-dire ils ont valorisé plus la consommation locale. Du côté des couvoirs, la production annuelle est estimée à plus de 10 millions de poussins, mais avec une extension, cette production pourrait atteindre plus de 50 millions de poussins. Dans certains marchés de la capitale, l'écoulement des produits prend désormais plusieurs semaines et des pertes sont souvent enregistrées. Nous enregistrons beaucoup de pertes ces derniers temps. Des alvéoles peuvent rester plusieurs semaines avec nous et certaines arrivent même à pourrir dans nos locaux. Pour mieux protéger la filière avicole, les autorités en charge du secteur comptent sur l'application de la taxe normative de la CEDEAO sur les importations. Et les acteurs plaident pour l'accroissement de la production du maïs qui constitue 65% du coût de l'aliment. Et puis, maladie transmissible à l'homme, les zoonoses constituent de nos jours un problème de santé publique. Et pour rompre la chaîne de contamination, un partenariat tripartite est mis en place. L'objectif est de vulgariser un dispositif innovant de lutte pour identifier et gérer efficacement les risques. Marwan Kamara et Diamo Kaba. La lutte contre les zoonoses, les maladies animales transmissibles à l'homme, est une question de santé publique. Aujourd'hui, pour renforcer le système de surveillance et de riposte contre les zoonoses prioritaires en Guinée, les membres de la plateforme nationale Une seule santé se familiarisent avec les outils d'évaluation conjointe des risques, un projet financé par l'USAID et exécuté par la FAO. Après cette formation, c'est que la plateforme nationale Une seule santé disposera d'une équipe de formateurs qui pourra démultiplier toutes ces formations au niveau du terrain. Nous devrons normalement aller vers d'abord faire le choix des maladies à surveiller pour lesquelles il faut qu'on évalue les risques de survenue de ces maladies. Au-delà de l'analyse approfondie du cycle de contamination, homme, animal et environnement, cette initiative donne également des directives pour mettre en place dans le pays une instance de coordination de gestion des zoonoses. Après cette formation, les participants qui sont réunis aujourd'hui seront outillés pour former davantage plus des cadres de la santé animale, de services vétérinaires d'une manière générale, mais aussi du ministère de la Santé et de l'Environnement en vue de pouvoir aider à l'évaluation des risques et à la mise en place des plans de prévention et de riposte. Je mesure à sa juste valeur votre choix porté sur Koya pour la tenue de cet atelier d'une grande importance capitale qui vise à promouvoir la collaboration intersectorielle dans l'évaluation du risque des maladies zoonotiques en général.
Ce programme vient s'ajouter à plusieurs autres réalisations de la FAO, notamment le renforcement du système des laboratoires vétérinaires, la formation des ressources humaines dans plusieurs domaines de la santé animale et l'obtention d'outils de surveillance en temps réel pour une meilleure collecte des données. Et pendant ce temps, une mission de l'Agence française de développement vient de séjourner en région forestière. Elle est allée évaluer le niveau d'exécution du projet de pisciculture familiale. Plusieurs localités de la préfecture de Macenta ont été visitées pour l'occasion. Sur place, on fait le point avec Mohamed Salioupaï. C'est une importante mission d'évaluation à mi-parcours qui a séjourné en Zérékoré dans le cadre du projet de développement de la pisciculture commerciale familiale de Guinée. Conduite par la responsable du projet Piscofam AFD Paris, les visites ont touché les zones d'intervention de la composante 2 du projet afin de voir les différentes réalisations sur le terrain. C'est très encourageant. Effectivement, on est à mi-parcours du projet, donc on visite des réalisations. Une première vidange sur cet étang avec beaucoup de gros poissons, des tilapias, des hétérotis et des silures. Oui, je suis très satisfaite. On voit bien le travail qui a été fait au niveau de l'Union, au niveau du groupement, avec les animateurs, avec l'ONG partenaire et aussi avec les services déconcentrés. Le village de Sanglomé, un district de Sembédou dans la préfecture de Macenta, est une zone d'intervention du Piscofam depuis 2020. Il a bénéficié de l'accompagnement de la Fédération des pisciriculteurs de la Guinée forestière, de l'Institut national d'appui au développement rural et de l'Association des animateurs pisciricicoles de Guinée. Aujourd'hui, il y a plusieurs cycles de production au devant des pisciculteurs. Il y a encore des pisciculteurs qui sont en cours d'installation. Il y en aura encore qui seront appuyés d'ici la fin du projet dans 2 ans. Mais on envisage déjà effectivement potentiellement une suite à ce projet pour continuer à appuyer le développement de la pisciculture en Guinée forestière. Aujourd'hui, le groupement de Sanglomé compte 11 membres, dont 2 femmes. Parmi eux, 10 pisciculteurs sont en production avec 9 étangs de grossissement et 2 étangs de service. 3 autres étangs de grossissement sont en cours de construction. Et puis l'autre priorité des nouvelles autorités, c'est, je le disais au sommaire, la réalisation des logements sociaux. Et comme preuve, le ministre de l'Habitat était ce vendredi sur les sites de l'Agence guinéenne de financement des logements. C'est une agence qui est chargée de la réalisation de plus de 3000 logements sociaux à Conakry et à l'intérieur du pays. Ousmane Nagawal Diallo est donc allé constater l'évolution des travaux et rassurer les partenaires de l'accompagnement du gouvernement. Saint-Martin Francinadouno. Plus que des appartements, l'Agifil, agence guinéenne de financement de logements, entend créer un cadre de vie décent. Avec son slogan « Un toit pour chaque Guinéen », elle réalise un vaste programme de construction de logements sociaux. À Matoto Nord, 2,47 hectares sont viabilisés. Des bâtiments de type 2 et F3 sont sortis de terre pour 387 unités. Pour s'assurer des conditions de travail et surtout de l'engagement des promoteurs, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire visite le chantier. Nous venons voir les travaux, l'évolution et encourager les ouvriers qui sont essentiellement des Guinéens ici à les rappeler leur devoir patriotique au-delà de leur métier, qu'ils doivent aussi aider la transition à sortir ces bâtiments. Nous avons pris un engagement devant le chef de l'État et le Premier ministre de mettre à disposition 1500 à 1600 logements sociaux à la fin de la transition. À Sofonia-Lac, plus de 60 hectares sont mis en valeur. Ici, 5 promoteurs immobiliers nationaux s'activent. Au total, l'Agifil compte construire 3000 logements. Pour la première phase, les entreprises contractantes présenteront à l'État guinéen 700 logements en fin 2022. Le site Matoto, il est prévu dans le planning d'exécution des travaux que 32 logements soient livrés d'ici le mois de mai 2022. Et tout le chantier sera prêt dans quasiment 18 mois. Sur le site de Sonfonia, nous avons dans un premier temps 1000 logements qui sont prévus, répartis entre 5 promoteurs immobiliers. Nous venons de visiter le chantier de Kakande Imo qui va nous livrer dans moins de 15 mois 344 logements. Et nous sommes maintenant sur le site de Semig
qui va nous livrer d'ici le mois de mai, fin juin 2022, 120 logements. Nous sommes là pour encourager les uns et les autres et les rappeler que nous serons un ministre de chantier et que nous serons là régulièrement pour voir les progrès qui sont réalisés et éventuellement les aider à dépasser les entraves administratives et financières. Outre Conakry, l'Agifil a élargi ses programmes à l'intérieur du pays. Ce sont des logements sociaux intégrés de haut et moins standing, bâtis dans un cadre urbain comprenant des équipements collectifs, tout un ensemble de commodités, lieux de culte, écoles, commerces, aires de sport et d'espaces verts pour assurer un meilleur environnement aux futurs acquéreurs. Autre sujet dans cette édition d'information, fin de mission pour la délégation de la Cour pénale internationale. Pendant 2 jours, les délégués du bureau du procureur ont rencontré plusieurs personnalités du pays. Ils se disent rassurés par la volonté des autorités à faciliter la conduite du dossier du 28 septembre. Ils espèrent également l'ouverture dans un bref délai des débats dans cette affaire. Tcherno Younoussaba. Tout porte à croire que les audiences pourraient s'ouvrir bientôt dans l'affaire du 28 septembre. En tout cas, les entretiens qui ont eu lieu entre la délégation de la Cour pénale internationale et les autorités guinéennes donnent des garanties quant à l'organisation rapide du procès. Nous avons trouvé, et il faut le dire de manière franche et sincère, une oreille extrêmement attentive auprès des autorités, notamment du président, et qui donne des instructions pour que ça soit tenu le plus rapidement possible. Et depuis lors, avec le Premier ministre, avec Madame la ministre, nous avons travaillé sur les modalités pratiques et opérationnelles pour que ce procès se tienne dans le plus bref délai. 12 ans après les crimes perpétrés dans le principal stade de Conakry, la Guinée travaille sur les modalités de la tenue d'un procès équitable qui puisse assurer la sécurité de toutes les parties au jugement. Toutes les démarches relatives à la bonne tenue de ce procès, ce sont ces éléments qui ont été discutés. Et c'est ce que je vous dis, sur ce plan, il y a une entente parfaite. Nous sommes aboutis à de bonnes conclusions et nous préparons avec eux la tenue de ce procès. On retient que le procès aura lieu et on s'y prépare. La délégation conduite par le magistrat sénégalais Amadiba quitte Conakry avec plein d'espoir. Cette fois, les 450 personnes et ONG de la partie civile pourraient bénéficier de justice. Éducation avec le ministre de l'enseignement préuniversitaire qui était ce vendredi avec des lauréats qui n'ont pas été sélectionnés cette année pour les études à l'extérieur et c'était pour les rassurer justement du soutien des autorités. En effet, sur les 300 lauréats de cette année, toutes options confondues, ce sont seulement 180 qui ont bénéficié des bourses pour le Maroc. Abdelaziz Baldé. Le ministre de l'enseignement préuniversitaire multiplie les prises de contact avec les acteurs de l'éducation. Ici à l'URAP, il rencontre les lauréats de la session 2020-2021 qui n'ont pas bénéficié de bourse. Mabinti Rachel Mami, 18 ans, Mohamed Sherif Kaba, 19 ans, sont tous des lauréats non retenus dans la sélection. Franchement, je ne sais pas pourquoi je n'ai pas bénéficié de la bourse. Selon les critères qu'il a dit, il dit si tu as plus de 21 ans, tu n'es pas pris, alors que moi j'ai mes 18 ans. Et puis j'ai eu 13,68. Donc pour moi, il faut que je parte à l'extérieur parce que j'ai beaucoup révisé pour avoir le rang là. Nous pensons que c'est pour nous un devoir pour aller aussi étudier à l'étranger. Depuis 11 ans, les lauréats des franco-arabes ne bénéficient pas de bourse vers le Maroc. À date, le ministre de l'Éducation nationale promet de rétablir chacun dans son droit. Nous avons estimé que quand un élève travaille bien et qu'il est boursier, qu'il mérite de voyager, c'est normal qu'il voyage. Donc il y a des aspects que nous ne comprenons pas là-dedans. Nous allons nous battre pour rétablir tous ces élèves lauréats, boursiers qui ont été omis. Pour cette année, c'est seulement 180 lauréats sur 300 qui ont pu voyager au royaume chérifien. Le département en charge de l'éducation rassure les non sélectionnés et il les invite à la sérénité. Nous allons prendre maintenant la direction de Kamsar, plus précisément dans le secteur d'Ougoula, où les enfants n'auront plus besoin de parcourir des kilomètres pour aller étudier. Une école de 3 salles de classe vient en effet d'être construite par Russal Kobad. Des équipements et un forage sont également mis à disposition. Et ce sont plus de 500 millions de francs guinéens qui ont été investis pour la réalisation de ces infrastructures. Tcherno Ousmane Diallo.
Le secteur de l'éducation, un des domaines prioritaires dans la politique d'accompagnement des communautés chez la compagnie de bauxite de Diandian, Russal Kobad. À Dougoula, un des secteurs de la sous-préfecture de Kamsar, la construction et l'équipement de nouvelles salles de classe pour les élèves permet de rapprocher l'école des apprenants et accélérer la scolarisation des enfants. Près de 200 élèves répartis en 3 groupes pédagogiques sont encadrés dans les 3 nouvelles salles de classe. Ils reçoivent des fournitures scolaires. À l'heure actuelle, l'éducation guinéenne est dans des problèmes en ce qui concerne l'enseignement-apprentissage. Une société qui a la volonté de construire pour permettre aux élèves guinéens de suivre attentivement les cours, il faut féliciter la société. Outre les 3 salles de classe, un logement pour enseignants est bâti. Un forage est également construit pour permettre l'accès à l'eau potable pour les communautés au-delà des besoins de l'école. Cette école, là où nous sommes actuellement, a été construite et complètement équipée par notre société en 2020. Kabat a dépensé plus de 530 millions de francs guinéens pour la réalisation de ce projet social. Et en 2022, en raison des restrictions sanitaires adaptées pour faire face à l'épidémie, nous n'avons pas pu ouvrir l'école. Nous vous demandons d'entretenir très bien cette relation avec Russal. Ça nous permettra de profiter de leur expérience et de leur bienfaisance. Active dans le secteur de l'exploitation de la bauxite en Guinée, Russal est un symbole de la coopération guinéo-russe. Forum international sur la responsabilité sociétale des entreprises et organisations en Guinée. Les travaux se déroulent à Conakry. L'objectif est de mobiliser tous les acteurs en lien avec l'emploi des jeunes et de vulgariser surtout la notion de responsabilité sociale des entreprises dans notre pays. Explication, Maurice Sidibé. Tour à tour, les différents responsables d'entreprises et organismes nationaux partagent leur expérience avec les jeunes sur les opportunités d'emploi et les profils à recruter au sein de leurs entités. Ce premier forum international sur la responsabilité sociétale des entreprises et organismes en Guinée crée ainsi un pont entre les entrepreneurs et les jeunes chercheurs d'emploi. Le premier effet, c'est la mobilisation de tous les acteurs, organismes internationaux, organismes nationaux, entreprises, en lien avec l'emploi jeune pour débattre de la thématique de l'emploi jeune. Ensemble, les entreprises, les structures étatiques, les acteurs, tout le monde se regroupe et on parle de l'outil de la responsabilité sociétale. Les différents panels dominent les travaux de ce forum. Pour les participants, le rendez-vous est un véritable espace d'opportunités. Là, j'ai des opportunités de pouvoir communiquer avec des entreprises pour pouvoir savoir dans quelle entreprise je pourrais postuler pour mon stage à venir parce qu'il y aura des stages obligatoires qu'on aura à faire. Donc pour moi, c'est un honneur de pouvoir être ici et de pouvoir connaître chaque entreprise, de savoir à quoi ça sert, quels sont leurs objectifs, ce qu'ils font. La responsabilité sociétale aussi des entreprises aujourd'hui pour mettre des outils en place et permettre justement à cette génération de ne pas être sacrifiée mais d'être une génération qui va être constructive et nous permettre d'aller dans une dynamique nouvelle. Et je suis venu pour ça. Et je pense qu'on va pouvoir faire ça ensemble, non seulement avec les entreprises qui sont ici et qui prennent déjà leurs responsabilités, puisque j'entends des témoignages ici où il y a déjà une dynamique extraordinaire qui est mise en place. Ce forum international sur la responsabilité sociétale des entreprises est initié par Think Tank Cop Guinée. Trafic international de drogue. Les services spéciaux de Guinée, en synergie avec leurs homologues maliens, viennent d'intercepter 20 kg de cocaïne. Le colis interdit a été saisi sur un ressortissant malien à Kourémalé. On fait le point avec le colonel Morikaba. C'est à la frontière guinéo-malienne de Kourémalé que ce sujet malien a été stoppé. Selon les services spéciaux en charge de la lutte contre la drogue et le crime organisé, l'homme s'évertuait au transport international et illégal de cocaïne. En provenant de Sigiri, il a donc tenté de dévier le barrage avec sa moto dans le but de fuir, car conscient qu'il transportait dans son sac un colis contenant de la drogue. Le mis en cause Aboubacar Keita précise que ce colis lui a été remis à la gare routière de Sigiri aux environs de 6 heures du matin par son ami du nom de Amadou Sanogo, aussi de nationalité malienne.
Et sa mission consistait à transporter ce colis à une personne une fois la frontière guinéenne franchie. Le propriétaire du colis contenant la drogue lui aurait proposé, une fois la marchandise derrière la frontière, la somme de 300 000 francs CFA. L'accusé reconnaît devant les agents des services spéciaux son statut de trafiquant de drogue, mais du chanvre indien. Il m'a dit que c'était du chanvre indien. C'est un fruit d'une longue haleine de recherche et d'information. Sachant qu'il y a une coopération de police entre les unités de lutte contre la drogue du Mali, du Sénégal et de la Guinée, quand celui-là a été interpellé, interrogé, nous avons automatiquement communiqué avec notre homologue de Mali, Bamako. 48 heures après, ils ont mis main sur celui qui devrait recevoir la drogue. Pour réussir la lutte contre la drogue et le crime organisé, la synergie d'action s'avère nécessaire, comme c'est le cas dans ce dossier, selon les autorités de l'Office central anti-drogue. Un mot de sport, en bref et en image, avec cette belle victoire du Sili Basket en Angola contre la Centrafrique. L'équipe guinéenne vient en effet de s'imposer 66 contre 57 lors de sa première sortie en phase de poule des éliminatoires de la Coupe du Monde de basket. Après donc cette victoire, la Guinée rencontre demain le pays hôte, l'Angola, pour une place qualificative. Nous reviendrons bien sûr sur cet élément dans nos prochaines éditions d'information et ce sera avec Kaba Fodé. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une belle soirée en compagnie de nos programmes.